Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire de l'OFAC. Donc, on va voir si d'autres participants nous rejoignent durant la réunion. Donc, ce troisième webinaire portera sur les méthodes et les outils de collecte de données et d'échantillonnage, donc de notre processus de renforcement de capacité en cartographie de l'occupation du sol et principalement des types forestiers sur base des images satellites. Cette collecte des données est un élément clé de la cartographie. Donc, ce webinaire est donné par Lucie Louvain en collaboration avec le CIRAD, le CIFOR, FRM Ingénierie et supporté par la Commission européenne. Donc, ce webinaire est le troisième d'une série de 5 webinaires. Vous pouvez retrouver les enregistrements des précédentes présentations sur le site de l'OFAC, donc de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. La première présentation portait sur l'acquisition des images sentinelles, donc des images satellites. On a présenté les plateformes. Ensuite, la deuxième présentation portait sur les typologies. Donc, on a proposé une typologie, on a montré la logique derrière la construction de ces typologies. On reviendra rapidement sur cette construction et sur la typologie. Et aujourd'hui, on va donc traiter des collectes de données. Donc, veillez à ne pas enclencher le micro durant le webinaire, sauf si, évidemment, on fait un tour de parole pour que vous partagiez votre expérience. Si vous avez des problèmes de micro, voilà de son, pardon, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, durant ce webinaire, je vais vous introduire à nouveau, pour ceux qui n'ont pas encore suivi de webinaire, à l'OFAC et au projet RIOFAC. Donc, ces webinaires, ils sont réalisés dans le cadre du projet RIOFAC, qui est un projet à l'appui de l'OFAC et qui vise à renforcer et institutionnaliser l'OFAC. On reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, on fera un bref rappel sur la typologie. On rentrera ensuite dans le vif du sujet, qui est la collecte de données. À la fois, qu'est-ce qu'on attend d'une collecte de données, et à la fois, quelles sont les sources de données disponibles, les données qui existent. Pour finir, avec un échange sur vos expériences, sur les ressources que vous connaissez, et ce qui pourrait être utile à la réalisation de cette cartographie. Donc, vous pouvez entrer cette adresse dans un moteur de recherche, donc sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ça marche. Et alors comme ça, on connaîtra davantage quels sont les participants. Donc je vais vous coller le lien dans le chat afin que vous puissiez y avoir accès. Youp. Je l'ai envoyé 2 fois. Voilà, donc vous pouvez entrer ce lien dans la barre de recherche. Et alors, vous pouvez voter sur vos expériences. Vous pouvez voter pour vous présenter. Donc, pour nous dire de quel pays vous venez. Donc, comme ça, on en sait davantage sur vous. Donc, il faut copier le lien qui est dans le chat, dans la barre de recherche. Et alors là, vous avez un vote qui apparaît et il vous suffit de voter. Bon, je vois que tous les participants n'ont pas encore pu voter. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Donc, on va passer. Super, merci beaucoup. Donc, les autres participants, si vous n'arrivez pas à entrer dans les questions, vous pouvez mettre en commentaire dans le chat si nécessaire. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez
entrer le lien qu'on a mis dans le chat. Donc, je le remets une fois ici. Vous pouvez copier le lien dans la recherche. Alors, vous allez avoir accès à un vote. Super. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, de quel type d'organisation venez-vous? Donc, par exemple, monsieur, ici dans les commentaires, vous venez sans doute d'un centre de recherche. Voilà, donc je vous invite à voter donc sur la même page que précédemment. Donc pour les personnes qui votent, si vous voulez prendre la parole pour en dire davantage sur le secteur dans lequel vous travaillez, quel type d'organisation, quelle entreprise privée, n'hésitez pas à activer votre micro chacun à votre tour. Donc dès qu'il y a plusieurs micros, c'est difficile de s'entendre, mais si vous voulez vous présenter davantage, vous pouvez activer votre micro. Ou à nouveau le mettre en commentaire dans le chat, comme ça on sait à qui on s'adresse. Très bien, merci pour vos réponses. Et alors on va retourner à la présentation. Donc ça c'était pour vous connaître davantage, donc bienvenue à ce troisième webinaire. Et donc, comme je le disais, ce webinaire est organisé par le projet RIOFAC en appui à l'OFAC. Donc, l'OFAC, c'est quoi? C'est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. C'est la cellule technique et scientifique de la COMIFAC, donc de la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui assure la disponibilité permanente des informations sur les forêts. Donc, ils fournissent des informations permanentes qui sont disponibles sur le site, que vous pouvez aller voir ici, sur les forêts, qui sont mis à jour assez régulièrement. Et donc, dans ce cadre, le projet RIOFAC, il va apporter des informations telles que, dans le cadre de ces webinaires, une cartographie des 10 pays de la COMIFAC, donc à la fois sur le plan forestier, mais également sur le plan occupation du sol. Et donc, avec une carte comme ça régionale, on va pouvoir avoir une meilleure connaissance de l'existence des différents types forestiers, de quel type est particulièrement mis sous pression. Et donc, avec le projet, dans le cadre du projet RIOFAC, on fournit des informations pertinentes, crédibles et régulières sur les forêts d'Afrique centrale, au gouvernement et aux autres parties prenantes, afin d'assurer un développement économique endogène, durable et inclusif. Donc ça, c'est le projet RIOFAC dans lequel a lieu les différents webinaires, dans le cadre de la cartographie. Donc, lors du précédent webinaire, on a parlé de la typologie. Donc, on vous a proposé une typologie. Cette typologie, elle a été soumise à la COMIFAC. Et donc, on attend un retour de la COMIFAC sur la typologie proposée. Et donc, il y avait une typologie d'un premier niveau, donc assez basique, qui est en concordance avec le GTOS, qui est le Global Terrestrial Observing System. Et donc, il y a les 8 classes représentées ici. 7 classes sont représentées dans le GTOS. On a ajouté la classe végétation éparse pour être en lien avec le Climate Change Initiative Land Cover. Et donc, la logique de construction derrière cette typologie, elle se base sur le système de classification LCCS, donc le Land Cover Classification System. Et donc, ce système, il se base sur des objets, donc des éléments abiotiques ou biotiques, des éléments donc végétaux ou non végétaux. On identifie donc ces éléments et ensuite on leur ajoute des propriétés et des caractéristiques. Donc par exemple, on va prendre l'élément arbre qu'on va doter de propriétés telles que le type de feuilles, ensuite la densité de présence d'arbres,
on va ajouter est-ce qu'il y a une présence d'eau avec ces arbres, et ainsi de suite. On va pouvoir arriver à un type forestier qui nous intéresse. Donc ça, c'était pour l'aspect typologie de la dernière présentation. Pour aller maintenant dans le vif du sujet, donc sur la collecte de données. Donc dans le cadre, comme je vous ai dit, de RIOFAC, on met en place une cartographie de la sous-région. Et cette cartographie, elle passe par différentes étapes. Donc d'abord l'acquisition de données, qui était le premier webinaire. Donc l'acquisition, dans notre cas, des images Sentinel-1 et Sentinel-2. Ensuite du pré-traitement de ces données. Une fois que ces données sont pré-traitées, on peut lancer une classification. Et ensuite, on a un résultat qu'on doit valider. Ici, on est à l'étape où on veut lancer la classification, mais il nous faut des données pour entraîner les algorithmes de classification. Donc, il nous faut des données qui peuvent être de différentes sources pour entraîner les algorithmes de classification. Et ces données pourront également, si elles sont de sources indépendantes, pourront valider les résultats que l'on obtient. Donc, ce qui est important pour la calibration, c'est de représenter l'étendue de la signature spectrale de ce qui représente une certaine classe. Donc, par exemple, dans le cadre d'un champ, pour pouvoir identifier spectralement un champ, il va falloir qu'on ait à la fois la couverture lorsque le champ est en croissance, lorsqu'il n'est pas nu, et ensuite, il va falloir avoir des échantillons, des données spectrales quand le champ est nu, pour pouvoir identifier que c'est un champ et non pas que c'est une prairie, par exemple. Donc ça, c'est la diversité spectrale qu'on a besoin pour la calibration. Pour la validation, donc les données dans la validation, elles nous permettent d'estimer l'exactitude du produit. Donc de donner une valeur à ce produit. Et donc voilà, on veut couvrir l'ensemble de la diversité des situations qui existent dans les différentes classes, dans le cadre de la calibration. Et on veut un échantillon de données qui est statistiquement robuste, afin d'être objectif dans notre validation et indépendant dans la détermination de cette exactitude. On ne veut pas qu'il y ait de biais dans cette validation. Et donc un échantillonnage robuste, ça passe notamment par une bonne répartition des différents objets, des différentes données dans le territoire. Ça passe également par une bonne connaissance des objectifs finaux lors de la collecte des données. Donc, si on a des données qui ne sont pas cohérentes avec ce que nous espérons au final, ces données ne seront pas utiles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut établir une typologie consistante avant de récolter ces données. Et ensuite, il arrive qu'on fasse une stratification selon soit le zonage agroécologique ou par exemple des régions climatiques pour avoir l'éventail de la diversité qui existe pour les différentes classes. Donc les sources de données, elles peuvent venir de différents endroits. Donc on a les données collectées in situ, donc sur le terrain, avec des applications maintenant qui facilitent la collecte de données. On peut également utiliser des outils en ligne tels que OpenStreetMap, ou plutôt des données en ligne libres d'accès. On peut utiliser des cartes existantes et on peut utiliser également l'avis d'experts sur des images à haute résolution qui vont photo-interpréter ce qu'ils identifient sur base de ce qu'ils connaissent du territoire. Et donc, les premières sources de données, c'est les collectes de données in situ. Donc, l'avantage de cette source de données, c'est qu'il y a une vérité de terrain. Donc, si la donnée est correctement prise et correctement géoréférencée grâce à un GPS, on a alors une source fiable de ce qu'on observe. On est sûr qu'on observe cela, même s'il y a une subjectivité dans l'identification. Mais ce n'est pas l'interprétation d'une image, c'est l'interprétation du terrain. On a des informations différentes que l'information fournie par une image satellite, car on a une perspective différente. On peut observer différentes choses qui ne seraient peut-être pas visibles sur l'image.
Par contre, ça a un coût, car ça prend énormément de temps. Donc, par exemple, pour couvrir l'ensemble du bassin, pour avoir des points dans l'ensemble du bassin du Congo, ça prendrait énormément de temps et donc ça aurait un coût considérable. Et alors, en plus, il y a des zones qui sont très difficiles d'accès, et notamment en forêt tropicale, c'est régulièrement le cas. Mais des données existantes, ça peut être aussi des données de terrain, ça peut être des données qui existent déjà, donc de type, par exemple, d'inventaires forestiers locaux ou nationaux. Donc ça, c'est des données que l'État pourrait demander qu'on répertorie et qui pourraient donc être utiles aussi à des classifications comme nous le faisons. Ou par exemple, les inventaires des aires protégées. Donc ça, c'est des données qui nous intéressent. Et donc, je vous propose de retourner sur la page qu'on avait mentionnée, sur laquelle on avait été plus tôt pour les votes. Donc, dans le chat, je vous la remets. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez aller sur la page où l'adresse est mentionnée ici, afin de répondre aux questions qui sont posées. Donc ça, c'était la question précédente. On passe à la troisième question. Donc la question est, est-ce que vous avez déjà fait des collectes de données de terrain à but cartographique? Donc c'est encourageant de voir que les participants ont de l'expérience de terrain. Donc les participants qui ont déjà répondu et qui ont répondu positivement à cette question, vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer dans le cadre de quel projet ou de quel objectif vous avez réalisé cette collecte de données. Donc si vous voulez activer votre micro, c'est avec plaisir que nous écoutons votre expérience. Vous pouvez également partager cette expérience dans le chat. Donc on va retourner à la présentation. Donc voilà, donc je serais très intéressée de savoir dans quel cadre vous avez fait des collectes de données de terrain. Si vous voulez nous contacter via email ou en commentaire dans le chat, c'est avec plaisir que nous informons sur votre expérience. Donc une autre source de données, c'est OpenStreetMap. Donc ça, c'est une base de données cartographique numérique qui se construit sur base de l'information géographique volontaire qui provient du crowdsourcing, donc de vous et moi qui ajoutons nos connaissances de notre environnement sur cette base de données. Et donc l'avantage de cette base de données, c'est qu'elle est gratuite et téléchargeable. Donc contrairement par exemple à Google Maps, qui est une source d'information considérable, mais on peut pas télécharger les données. Donc les agglomérations représentées sur OpenStreetMap ne sont pas téléchargeables, tandis que par exemple ici, l'exemple représenté, les zones identifiées comme agglomération, on peut télécharger cette information et qui a des données géographiques. Le désavantage, c'est que la qualité des données est inégale. Donc d'une région à l'autre, on va avoir énormément de données et une autre région, on aura très peu de données. Donc ça varie fort dans l'espace. Il y a peu de métadonnées associées, donc on n'a pas beaucoup d'idées sur l'actualité des données, donc on ne sait pas si elles sont récentes ou non. Et alors il n'y a aucun contrôle de la qualité. Donc si vous entrez un village
ici et qu'il n'y en a pas, il va falloir attendre que quelqu'un d'autre renseigne ce village comme non existant et qu'il soit validé. La troisième source, c'est la photo-interprétation. Donc, c'est l'interprétation d'images en général à très haute résolution par des experts. Donc, j'ai des gens qui connaissent le terrain. Donc, par exemple, dans Google Earth, vous pouvez notamment interpréter les images avec un accès à des images à très haute résolution. L'outil n'est pas directement disponible dans Google Earth, mais vous pouvez en tout cas visuellement essayer de comprendre ce que vous voyez. Donc, c'est assez simple. Et on peut utiliser le contexte spatial, étant donné qu'on peut parcourir les alentours de ce que l'on voit, ce qui n'est par exemple pas aussi simple lorsqu'on fait de la collecte de données in situ. Ce qui par contre est plus difficile, c'est qu'il y a pour des occupations du sol différentes, des signatures spectrales qui sont très proches, et donc ça va être assez difficile de distinguer les différents types d'occupation du sol. On va avoir besoin d'images à haute résolution, donc ça a un coût. En effet, des images sont disponibles sur Google Earth, mais elles ne sont pas téléchargeables de 1. Et deuxièmement, c'est inégal. Donc, Google Earth acquiert des images quand elles sont disponibles sur certaines zones, mais tout le monde n'est pas couvert à très haute résolution très récemment. Et alors, il y a une subjectivité, donc il y a une discordance entre les différents photo-interpréteurs. Et donc, il y a un outil qui a été mis en place par la FAO qui s'appelle Open Forest Collectors. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, nous voilà dans Google Earth, donc qui est lié avec cet outil Collect Earth. Et donc ici, j'ai créé une démo pour le webinaire. Les points rouges, où il y a un point d'exclamation rouge, ça signifie qu'il n'y a encore rien qui a été identifié. On peut cliquer sur le point. Il va aller le localiser. Donc ici, c'est réparti partout dans le monde. Il va aller le localiser. Donc, je ne sais pas si l'image suit assez vite chez vous, mais on a donc un carré qui se représente sur une image à assez haute résolution. On peut cliquer sur ce carré. Et alors, la légende que l'on a définie au préalable s'affiche. Et donc, si par exemple, je veux définir que ça, c'est un arbre, et ensuite, dans mon deuxième niveau qu'on me propose, je veux définir que c'est un arbre cultivé, et je peux, par exemple, mettre en commentaire que c'est une plantation agricole, si c'est comme ça que je définis. Si par contre, j'avais cliqué sur naturel ou semi-naturel, dans notre cas, on arrive alors sur la densité qui va me donner dans lequel je peux ajouter la densité des arbres présents dans le carré. Et ainsi de suite, on va pouvoir identifier, grâce à des sous-niveaux, quelle occupation du sol est représentée ici. Et on pourrait s'arrêter au premier niveau, à juste occupation du sol, et identifier que ce sont des arbres. C'est nous qui décidons de la construction de cette légende proposée dans l'interface Collect Earth. Et donc, on va retourner dans notre petit questionnaire. Donc, vous pouvez retourner dans le lien mentionné et on va passer à la question suivante. Ah, je vois qu'il y a un participant de plus qui a déjà fait de la collecte de données. Donc, on va passer à la question suivante. La question suivante qui est, avez-vous déjà fait de la photo-interprétation? Quel que soit l'outil que vous avez utilisé ou si c'était simplement sur une image où vous avez votre photo interprétée. Donc, on a des participants qui sont assez familiers avec la collecte de données, j'ai l'impression. Donc, à nouveau, si vous voulez partager votre expérience de photo-interprétation, quel outil vous avez utilisé, dans quel cadre, vous pouvez prendre la parole ou le mentionner dans le chat.
Et on va passer à la question suivante. Si vous avez déjà fait de la photo-interprétation, est-ce que vous aviez utilisé Collect Earth dans ce cadre-là? Donc, je vois qu'il y a un participant qui a déjà utilisé Collect Earth, 2 participants. Donc, est-ce que vous avez eu une bonne expérience avec cette utilisation? Si vous pouvez juste répondre oui ou non dans le chat, ça serait intéressant. Est-ce que vous trouvez que l'outil est facile et approprié à la photo-interprétation? Juste un petit oui ou non dans le chat. On va retourner à la présentation. Ah, voilà. Alors, donc il y a ici Cyril qui intervient depuis le Cameroun, qui est consultant en évaluation environnementale, qui travaille avec plusieurs bureaux d'études. Ok, super de partager vos expériences, c'est très bon à savoir. Si vous voulez mettre votre adresse email dans le chat, on pourrait peut-être échanger à ce sujet-là pour pouvoir vous recontacter par la suite. Donc, c'était la 3e méthode de collecte des données. Et alors, la 4e méthode, c'est l'utilisation de cartographies existantes. Donc, on va avoir des cartes de tout type qui pourront nous intéresser. Donc, par exemple, on va avoir la carte Global Human Footprint qui va recenser les agglomérations dans le monde entier. Et donc, on va pouvoir utiliser cette carte si on veut, par exemple, entraîner notre algorithme avec des données d'agglomération que nous n'avons pas. Donc ça, c'est par exemple une source de données qui peut être utile, ou par exemple pour la validation, si on veut voir si on a bien identifié les agglomérations et qu'on n'est pas sûr sur base simplement de l'image, eh ben on peut aller voir des cartes existantes. Et donc il y a des cartes de tout type, des cartes déjà des types de forêts, mais qui vont être moins précises ou à une résolution moins bonne que la carte que nous voulons réaliser. Il y a des cartes plus anciennes, mais qui ont beaucoup d'informations. Et donc ça, c'est les cartes à échelle globale ou régionale ça fait partie des cartes qui existent. Évidemment, il y en a de nombreuses autres, mais c'est le type de carte qui nous intéresse. Ensuite, on a des cartes plutôt à l'échelle nationale. Donc, il y a des cartes qui sont plus anciennes. Pas forcément, mais ici, on voit qu'il y a des cartes un peu plus anciennes, mais qui sont parfois, pour le cas du Cameroun, par exemple, avec la carte de Letoussais, qui est très, très bien détaillée au niveau des types forestiers, donc qui pourrait nous être utile. Et donc, si par exemple, vous avez d'autres cartes ou ces cartes-là, mais qui sont bien géoréférencées, vous avez les données quelque part, n'hésitez pas à nous faire savoir afin qu'on puisse collaborer. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle nationale. Et alors même à l'échelle locale, donc une étude que vous avez faite, un projet de cartographie pour une aire protégée que vous auriez faite, ça nous intéresse grandement. D'autant plus qu'en général, quand la zone est plus petite, alors il va y avoir un niveau de détail assez important et qui va pouvoir nous servir comme données dans le cadre de la cartographie. Donc ici, on a différentes échelles. On a des cartes qui couvrent encore de grosses régions. On va avoir des cartes qui vont couvrir uniquement le parc du Virunga
ici en bas à gauche. Donc voilà pour la présentation sur la collecte des données. Et maintenant, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience, de vos projets qui ont généré la mise en œuvre de collecte de données dans le cadre de cartographie, ou alors si vous avez connaissance de produits cartographiques, que ce soit de votre pays ou d'un autre pays, qui existent et qui pourraient nous être utiles. Donc, quel que soit le niveau de détail, quelle que soit l'échelle, que les cartes soient locales, nationales ou régionales, tout produit est très intéressant. Donc voilà, je vous laisse prendre la parole en activant votre micro ou alors en laissant un commentaire dans le chat. Donc c'est important pour nous de savoir ce qui se fait en Afrique centrale, de connaître les méthodes, de connaître les possibilités. Donc on a des idées, mais est-ce que la mise en œuvre est possible en Afrique centrale? C'est important d'avoir votre point de vue. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience. Oui, en effet, cette carte existe et elle existe pour tout le bassin, si je ne m'abuse. Mais peut-être que je me trompe. Donc il y a la carte en effet de Verhaegen de 2012. Donc si là vous n'avez pas accès, vous ne vous souvenez plus d'un quelconque projet qui est en lien avec cette collecte de données ou avec les produits cartographiques, n'hésitez pas à revenir vers nous plus tard, donc par email ou via l'OFAC. Ah oui, voilà, pour tout le bassin du Congo, on est d'accord. Donc pas uniquement pour la RDC. Donc si d'autres veulent partager leurs connaissances. Alors je pense qu'on peut clôturer ce troisième webinaire. Déjà, merci beaucoup pour votre participation. Ah, c'est super intéressant, Cyril Wassouo, merci beaucoup. Et c'était des cartographies dans quel but? Ils visaient à cartographier l'occupation du sol, les agglomérations. Est-ce que vous en savez un peu plus? Et si vous savez le nom du projet, c'est encore plus intéressant. Donc si ça ne vous revient pas comme ça, on pourra en rediscuter plus tard par email. On essaiera d'échanger à ce sujet, car ça pourrait nous être très utile. Et alors le prochain webinaire se tient le jeudi 26 septembre, donc dans 2 mois. Il portera, lui, sur les méthodes de classification numérique, donc vraiment dans la création des cartes. Ce sera vraiment la réalisation de ces cartes, donc de ces classifications qui permettent de transformer une image satellite en une carte utilisable et, disons, quantifiable pour l'utilisateur, et donc dans notre cas, les gouvernements et autres parties prenantes, et l'OFAC. Et donc, si vous voulez contribuer et qu'on échange notamment sur les différentes choses que vous avez mentionnées dans le chat, vous pouvez me contacter à l'adresse email ici, donc juliette.dalimier@uclouvain.be.
Donc, je vous l'écris dans le chat. Voilà. Et donc, merci à tous pour votre contribution, votre participation. Et alors, on abordera donc les classifications numériques lors du prochain webinaire. Au revoir.